faire des rapprochements avec des événements récents? Oui, absolument, absolument. Ce que j'ai découvert sur les trafics d'enfants, parce que pédophilie ou autre chose, ce que j'ai découvert, c'est que à partir de Louis XIV est créée une institution qui s'appelle l'hôpital général, dans laquelle vont être enfermés sous l'autorité unique d'une administration close, au recrutement clos, c'est-à-dire qui ne se recrutent que les uns les autres en circuit fermé. Tous les enfants sous tutelle du royaume, tous les enfants sous tutelle du royaume, c'est-à-dire tous les enfants qui sont sous tutelle parce que orphelins ou parents trop pauvres ou enfants pauvres, enfants de parents pauvres, etc., sont tous enfermés dans une institution qui est la destination finale de ces gens-là, et ils sont sous la tutelle exclusive des administrateurs de l'institution. C'est-à-dire c'est une espèce de monstruosité qui se met en place sous Louis XIV. Un enfant entré comme enfant trouvé ou enfant orphelin ou enfant quoi ou qu'est-ce, dans l'institution qui s'occupe de lui, a comme unique tuteur les administrateurs de l'hôpital général. J'ai étudié les registres d'entrée et de sortie de cette gigantesque institution qui s'appelle l'hôpital général. Gigantesque, c'était une administration absolument tentaculaire qui avait des ramifications absolument dans tout le royaume. En étudiant les registres d'entrée et de sortie, à la fois sur Auxerre un petit peu, mais sur Paris énormément, j'ai vu que cette institution se livrait à un épouvantable trafic d'enfants. C'est-à-dire que des enfants entrent dans l'institution, ce qui est leur but, ils en sortent, ce qui est impensable. Le sortir de l'institution n'est prévu à aucun moment par les statuts. Un enfant qui entre dans l'institution est censé y grandir et devenir adulte et en sortir avec éventuellement un métier ou un contrat de mariage ou un contrat d'apprentissage ou quoi ou qu'est-ce. Des enfants qui entrent dans l'institution n'ont pas à en sortir. Il n'y a plus de destination de sortie. J'ai mis à jour des milliers et des milliers et des milliers de sorties, non pas suspectes, c'est pire que suspectes, c'est potentiellement criminelles. Vers où, vers quoi? Impossible à dire pour le moment. Mais l'institution qui s'occupe des enfants sous tutelle est une institution qui se livre à des trafics inouïs, jamais étudiés. Je l'ai mis à jour, d'accord? Bon, j'ai pas eu un entrefilet dans la presse pour avoir sorti La Marche Rouge, toujours disponible, continue de se vendre, merci. Donc, ce que j'ai mis à jour, c'est que vraiment l'institution s'occupant d'enfants sous l'Ancien Régime se livre à un trafic inimaginable. Je veux dire, je montre que des enfants entrent dans l'institution à l'âge de 5 ans. Ils ont été abandonnés au berceau, donc ils ont vécu du berceau à 5 ans dans l'institution des enfants trouvés. Ils arrivent à la Salpêtrière, 3 mois après, ils sont morts. Est-ce qu'on peut savoir de quoi? Comment a-t-on vécu jusqu'à 5 ans, survécu jusqu'à 5 ans à l'abandon, et comment meurt-on en 3 mois? Il meurt de quoi? Et le livre des décès, c'est absolument ahurissant. Vous avez dans le livre des décès de la Salpêtrière, vous avez les vieilles femmes et les enfants de 5 ans. On peut savoir de quoi ils meurent. Je veux dire, c'est monstrueux. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je faisais mes recherches, moi je regardais, alors je laissais filer les années, je passais 50, 51, 52, hein, puis je me suis dit, mais c'est fou quoi. Ah ben vivement la Révolution française, ben évidemment, parce que moi, bêtement, j'ai cru que la Révolution française, ça allait être le peuple qui allait, bah tiens, à la Révolution française, on a renversé les anciens, on a remis les nouveaux, ça n'a jamais été dénoncé. Et qu'est-ce qui fait croire que ça a terminé? Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle on pourrait supposer que les trafics d'enfants dans les services sociaux, ça s'est arrêté? On peut savoir à quel moment ça a été dénoncé pour que ça s'arrête? Je vais vous dire, on peut remonter encore plus loin. Vous savez qui c'est qui s'occupait ici dans Lyon des enfants trouvés longtemps avant le siècle de Louis XIV? Il y avait les Templiers. Les Templiers, ça vous rappelle rien? Des gens qui n'obéissaient qu'à eux-mêmes, qui étaient sous l'autorité directe du pape, qui étaient banquiers riches à millions, qui étaient au-dessus de la mêlée, les élus, quoi. Vous savez, les gens, les supérieurs au commun des mortels. Riches, extrêmement riches, banquiers, tenant tout le monde sous leur coupe, sous la protection directe du pape, pour des bonnes et certainement des mauvaises raisons aussi, et qui s'occupaient des enfants. Et il ne fallait pas dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on est allé raconter à Philippe le Bel quand on lui a dit qu'il faut arrêter ces gens-là? Oh non, c'est bien que Philippe le Bel, c'était un gros vilain, qu'il voulait l'argent, etc. Mais moi, je vais vous dire, j'ai une info concernant les Templiers. Il y a un jour un gars qui est allé voir le roi et qui lui a dit des choses sous du secret sur ce que faisaient les Templiers.
Et il paraît qu'en 24 heures, ils ont tous été arrêtés. À suivre. À suivre. À fouiller, disons. À fouiller. Ce que je sais, c'est qu'un roi de France ne pouvait pas dénoncer publiquement un réseau pédocriminel. Aucun homme d'État n'a jamais publiquement dénoncé de réseau pédocriminel. Ça ne peut pas venir d'en haut. Donc, on accuse d'autre chose. Je suis persuadée, je ne peux pas le prouver, mais je lance la ligne, qu'il y avait des crimes contre les enfants qui ont été mis à jour et qui ont été, dont le roi de France, Philippe le Bel, a été informé. À suivre. Pouvez-vous nous parler de vos méthodes de travail? Alors ça dépend sur quoi je travaille. Par exemple, je suis en train de faire un travail de fond, mais qui ne pourra pas être publié maintenant, parce que j'en ai encore pour très très longtemps, et je pense qu'il va y avoir des choses à publier avant, mais sur la situation de la population à la veille de la Révolution française. Donc pour pouvoir trouver la façon dont vivaient les gens, il faut avoir accès à des éléments de leur vie quotidienne. Ça, ces éléments-là, on va les trouver dans un procès, par exemple, parce que quand un procès a lieu, pour telle ou telle raison, on a droit à tous les détails concernant les personnes inculpées, les témoins. Dans un procès, il y a tout. Dans un procès, on voit surgir la vie. Alors, c'est la vie des gens au moment où il en règle des emmerdements. Mais quand même, à partir d'un procès, on a une vision très, très précise de la façon dont vivaient les gens. Et j'ai étudié plusieurs procès. Je suis en cours d'étude de plusieurs procès. Comment est-ce qu'on connaît l'existence de ces procès? En matière d'histoire, il faut d'abord faire confiance à des historiens qui sont passés avant, qui ont parlé de tel ou tel sujet. Ces historiens, s'ils ont fait un travail sérieux, ce qui est le cas des historiens en général, ils citent leurs sources. On remonte à la source. Une source, ça peut être un autre livre, donc on prend l'autre livre en référence. Et dans ce livre, on va trouver la source, par exemple, tel procès à tel endroit. Donc là, à ce moment-là, je vais aux archives, je sors le procès et je commence à étudier dessus. C'est ce que j'ai fait pour les enlèvements d'enfants, c'est ce que j'ai fait pour différentes émeutes de la guerre des Farines et également sur une émeute très importante qui a cours pendant la Révolution, et c'est les choses sur lesquelles j'ai un travail en cours. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire confiance aux sources? La source qui se trouve dans les archives, pas lui faire confiance, c'est pas comprendre ce qu'on fait. Ce qu'il y a, tous les témoignages d'un procès, toutes les dépositions, c'est ça, c'est avec ça qu'on fait de l'histoire. Maintenant, faire confiance aux historiens, non. Il n'y a pas de raison, a priori, de faire confiance aux historiens, mais il faut savoir, il faut faire confiance au fait que ce n'est pas une question de confiance. Un historien, il a donné un certain travail, et son travail consiste à donner une information et à la sourcer. C'est à partir de ce travail-là qu'on fait. Un historien ne peut pas travailler sans les autres historiens. Un travail d'historien, c'est un travail collectif. Le travail que je fais aujourd'hui, je le fais avec tous les historiens qui m'ont précédé. Mais un travail d'historien ne peut pas consister à compiler ce qu'ont fait les autres et en faire une synthèse. C'est pas ça. Il faut avoir lu tout ce qu'ont écrit les autres sur un certain sujet et après rajouter sa patte personnelle, aller chercher là où les autres n'ont pas cherché. Par exemple, quand je me suis intéressée aux archives de l'assistance publique pour aller chercher ce que devenaient les enfants enlevés en 1750, j'ai commencé par lire tout ce qui avait été écrit par les historiens qui m'avaient précédé. Absolument tout. J'ai fait une lecture exhaustive de tout ce que j'avais trouvé aux archives de la PHP. Et là-dedans, il n'y avait pas, personne n'avait fait le travail de la destination de tous les enfants qui entraient dans l'institution. Il y avait eu différents travaux qui avaient été faits sur l'origine des enfants entrant dans l'institution, mais le travail exhaustif d'extraire ce qu'ils devenaient sur une période donnée à partir de leur entrée dans l'hôpital général, ça n'avait pas été fait. Et c'est là-dessus que cette vérité-là m'est apparue. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que maintenant, d'autres historiens, à partir de ce que j'ai fait, aillent chercher plus loin et aillent chercher encore, et que comme ça, la vérité va apparaître. Un travail d'historien, c'est forcément collectif. Je me suis amusée là récemment avec... Enfin, amusée parce qu'on a passé un très agréable week-end avec des jeunes d'égalité et réconciliation de Bourgogne. On a passé un week-end à éplucher sur tous les livres destinés à la jeunesse qu'ils ont trouvés dans la bibliothèque municipale dans leur région, c'est-à-dire à Dijon et autour. Ils ont ramassé tous les livres à destination de la jeunesse et on s'est amusé à éplucher, à regarder ce qui était dit pour les Lumières et la Révolution. Ça vaut son déplacement quand même. Ça, il faut voir ça au moins une fois. L'histoire, c'est ce qui sort des textes. Qui dit quoi, à quel moment? Un livre d'histoire qui dit ça, c'est une déclaration de un tel, ça c'est une étude, ça c'est ça de l'histoire. Alors que tous les livres qu'on a regardés à l'usage des enfants, ce sont des idées toutes faites, des poncifs, des âneries qu'on dit, et à la veille de la Révolution, le peuple n'en peut plus de faim. Pourquoi il a faim?
peut savoir pourquoi il est... Et le peuple ne veut plus de l'absolutisme royal. Qui c'est qui a dit ça? Qu'est-ce qu'ils en savent? C'est n'importe quoi. C'est du bourrage de crâne. On dit n'importe quoi aux enfants. C'est consternant. C'est consternant. Et alors, quand vous prenez tous ces trucs-là et que vous passez à côté avec des déclarations de celui-ci, des déclarations de cela, on est en droit de se dire qu'il y a une édition à l'usage des enfants qui consiste à leur mentir. On ment aux enfants. On écrit pour les enfants des livres mensongers. Mensongers. Voilà. Il fallait que